Bien, merci Monsieur le Président, merci à nos intervenants, chers collègues. Dans un contexte de retour progressif du protectionnisme depuis quelques années, la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump pourra sans doute marquer un tournant. Et donc en instaurant des droits de douane massifs, les États-Unis ont fait un choix de rupture avec l'orthodoxie de libre-échange. Et s'il est juste de dénoncer cette stratégie parce qu'elle crée de l'incertitude, qui fait à la fois monter les prix, renouveler les logiques de représailles entre États, il ne faut pas non plus oublier les limites du libre-échange, les excès qu'il a produits ces dernières décennies et les ravages qu'il a parfois engendrés sur certains de nos territoires. Si je ne devrais prendre qu'un seul exemple, c'est celui de la filière acier, essentielle dans le Dunkerquois notamment. On ne peut pas dire que l'importation sans limiter d'acier à bas coût produit dans des conditions sociales et environnementales contestables à l'autre bout du monde ait été bénéfique pour le maintien de nos emplois, du savoir-faire de tout un territoire, du respect de nos objectifs climatiques. Dans ce contexte, un protectionnisme ciblé et intelligent est essentiel et il doit nous permettre de protéger à la fois nos industries stratégiques, de préserver l'autonomie de notre continent et de garantir que les conditions de production répondent à des normes sociales et environnementales ambitieuses. Il ne s'agit pas de choisir entre le libre-échange et la fermeture totale, bien évidemment, mais de proposer un juste échange, comme nous le faisons avec notre collègue Dominique Potier dans sa proposition de résolution sur le Mercosur, mais dans ce cadre dans lequel l'ouverture est encadrée par des règles fortes, des normes environnementales, de la transparence et des mécanismes de régulation du dumping social et climatique. À cet égard, l'accord conclu cet été entre la Commission européenne et l'administration de Trump ne va pas dans le bon sens, on l'a évoqué tout à l'heure, et consacre le triplement des droits de douane américains sur nos produits tout en ouvrant davantage notre marché aux produits agricoles et aux énergies fossiles américaines. Et donc la question n'est donc plus de savoir s'il faut protéger, mais comment nous protéger. Alors je profite de votre présence pour vous demander comment pouvons-nous bâtir un véritable protectionnisme intelligent finalement, un protectionnisme qui défend nos filières stratégiques, nos emplois et nos normes sans pour autant céder à la surenchère. Et je crois que nous ne devons pas tomber dans le piège d'une guerre commerciale permanente, mais que la bataille pour notre souveraineté, pour nos emplois et pour nos industries mérite pleinement d'être menée. Je vous remercie. Professeur. Oui, évidemment, la question que vous posez est à la fois légitime et très, très difficile d'y répondre. On a un certain nombre d'instruments. Alors, sur les limites du libre-échange, je pense que personne n'est naïf, même pas les économistes. Alors, on dit souvent, les économistes, c'est Ricardo, c'est libre-échange, etc. Non, non. Au contraire, vous savez, il y a une chose, une des premières leçons après Ricardo, c'est le modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce modèle ? Il nous dit que lorsqu'un pays s'ouvre à l'échange, à l'intérieur du pays, il y a des gagnants, il y a des perdants. Donc, pour les économistes le savent, ça. Ils le savent, ils l'enseignent même. Alors, parfois, on l'oublie, ou ils négligent, parce que la question qui demeure, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les perdants ? Donc, la vraie question, et c'est là. Avec l'idée, alors c'est vrai, et là je peux faire l'autocritique des économistes, c'est qu'ils se disent, en principe, il n'y a pas de problème puisqu'on gagne plus que ce que l'on perd. Donc on va pouvoir redistribuer. Oui, mais bon, je reconnais avec vous que ça ne répond pas pratiquement à la question. Donc il y a une vraie question que vous posez à laquelle j'adhère, c'est-à-dire l'accompagnement de la mondialisation et... le seul moyen, me semble-t-il, c'est de développer un certain nombre de secteurs. Lorsqu'on regarde les mesures protectionnistes qui ont été prises, ce sont souvent des mesures protectionnistes pour des vieilles industries. Ça a été le cas du textile, ça n'a pas servi à grand-chose. L'accord multifibre, quand même, qui était un accord assez dur, qui a duré jusqu'à 2005, ça n'a pas beaucoup sauvé le textile. Alors, il faut me dire, maintenant, avec Chêne, etc., c'est encore pire, oui. Enfin, de toute façon, on a peu de textile qui est maintenant produit en France. Donc, on a choisi, en France, plutôt de protéger les industries déclinantes, et pas se protéger ou moins se protéger contre les industries émergentes. Et c'est là où il y a une difficulté. C'est pour ça que, autant je suis un peu sceptique sur la protection sur l'acier, maintenant il y a des questions effectivement de sécurité, etc., donc ça mérite débat, mais je ne suis pas totalement convaincu. Autant il aurait peut-être fallu être plus ferme que ce que l'on a été sur les panneaux solaires, par exemple, ou sur les voitures électriques. Donc je ne suis pas hostile à des mesures de ce type. Elles existent, elles sont codifiées, on peut en prendre.
Pascal Lamy confirmera que l'Union européenne a toute une liste de droits anti-dumping ou de clauses de sauvegarde qui sont utilisées. Donc on peut, dans le cas du multilatéralisme que je défends, en conformité avec les règles du GATT, on peut prendre ce type de mesures. Alors après, il reste la possibilité et le courage de les prendre à la majorité qualifiée, comme l'a rappelé Pascal Lamy, où effectivement la majorité en Europe est plutôt assez sceptique. C'est bien que l'Angleterre soit partie de ce point de vue-là, parce qu'avant, à l'époque de Pascal Lamy, ça devait être un peu compliqué avec l'Angleterre. Donc maintenant, déjà, il n'y a plus d'Angleterre, mais il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Bon. Merci. Pardon. Je ne vais pas vous couper, mais merci beaucoup.